quand le président dit que le verre est dans le fruit, et ça ne s'arrête pas seulement au niveau de la justice, mais c'est dans toutes les administrations, et les preuves sont là. Un directeur aujourd'hui qui brave aujourd'hui une décision de justice, et ça, nous ne tolérons pas ça. L'OCDH va suivre cette affaire-là de près, et le Premier ministre, j'en profite, vous le dire, depuis le 6 mars, nous avons adressé une correspondance au Premier ministre qui jusque-là n'a pas encore répondu. Nous allons demander une audience spéciale pour rencontrer le Premier ministre. Si jamais nous ne nous rencontrons pas, ça veut dire que lui aussi est complice et nous allons suivre cette affaire-là de près. S'il faut qu'on porte plainte contre ce directeur qui aujourd'hui se croit intouchable, mais alors l'OCDH va le toucher. Bonjour Franck Tchibinda. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH. Merci d'être encore avec nous sur Keller TV. Au menu de cette interview, un phénomène qui gangrène l'administration et le climat des affaires au Congo-Brazzaville, où la justice et le droit ne sont plus que des vains mots, au point où les décisions de justice ne sont plus respectées. Aujourd'hui, le cas d'un sujet rwandais malmené par l'administration de l'hôpital 31 juillet à d'Ouando. Et si le temps nous le permet, nous reviendrons sur l'affaire qui oppose la famille Barros et le préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca. Mais avant de commencer notre interview, permettez que j'invite nos téléspectateurs à cliquer sur le petit pouce levé en bas de cette vidéo, à partager massivement cette émission pour nous garantir un audimat conséquent. Nous voudrions aussi vous lire à la fin de cette émission. Franck Tchibinda, parlons donc de l'affaire, du sujet rwandais malmené par l'administration de l'hôpital à 31 juillet d'Ouando. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on peut revenir d'abord sur le contexte? Que se passe-t-il concrètement? Merci beaucoup, Christian. Je commence d'abord par saluer aussi tous les téléspectateurs qui suivent cette chaîne qui nous permet de diffuser des informations qui ne sont pas au niveau national ici, diffusées par les médias locaux. Et donc, j'encourage également, dans la même lancée que vous, aux téléspectateurs de partager aussi, afin qu'il y ait vraiment, enfin, j'allais dire une large audience. Alors, En tout cas, il merci à s'agit leur de... place. Merci, merci, je vous en prie. Alors, donc, je disais qu'il s'agit ici d'un sujet rwandais qui est réfugié ici au Congo depuis plusieurs années déjà. Il est opérateur économique. Alors, en date du 16 mai 2016, ces derniers avaient conclu un contrat avec la direction de l'hôpital général le 31 juillet de Rwanda. Le contrat consistait donc à réaliser des travaux d'entretien de l'hôpital. Et donc, voilà, ce dernier a exécuté le contrat du 16 mai 2016 jusqu'en novembre 2017. En tout cas, c'est lui qui assurait l'entretien de cet hôpital-là. Et en 2017, il s'est passé qu'au niveau de l'hôpital, il y a eu changement. Et donc, le directeur qui était là à l'époque s'appelait Monsieur Okoyo Benoît. Il a été remplacé par un certain Obissi Dominique. Alors, c'est ce dernier, quand il arrive... Pardon, juste une petite précision, Franck. Lorsque vous parlez d'un contrat qui a été passé, en fait, qui a été signé entre le sujet rwandais, en fait, c'est un contrat de prestation, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Est-ce que le contrat a été signé avec l'hôpital en tant que tel ou avec le gouvernement, c'est-à-dire le ministère de la Santé? Il faut d'abord signaler ici que les hôpitaux généraux au Congo bénéficient d'une certaine autonomie. Donc, une autonomie administrative, mais aussi une Ah, donc ils autonomie sont financière. autonomes. D'accord. Et donc, OK. voilà, sur la base de cette autonomie, c'est donc l'hôpital, à travers son directeur général, qui avait signé le contrat avec la société Saba. La société Saba, c'est donc la société de ce sujet rwandais, Monsieur Emmanuel. Ils ont donc signé un contrat, nous sommes là en mai 2016, un contrat de prestation, comme vous l'avez souligné là.
Et donc, dans le cadre de ce contrat, M. Emmanuel réalisait des travaux d'entretien de cet hôpital. Il a fait pendant plus de 19 mois, juste après que le directeur, M. Okoyo Benoît, qui avait signé le contrat, soit changé parce qu'il a été remplacé par un certain M. Obissi Dominique. Alors, ce dernier, quand il arrive, le sortant lui fait le compte rendu. Il y a eu donc la passation de service, au cours de laquelle le directeur sortant lui a remis tous les dossiers de l'hôpital. Et ce dernier a reconnu devant tout le monde les dettes que l'hôpital avait vis-à-vis des opérateurs économiques, parce qu'il n'y avait pas que M. Emmanuel qui était dans cette situation-là. Et donc, le nouveau directeur a accepté. Il avait même commencé à payer M. Emmanuel. Mais curieusement, quelques temps après, ce dernier décide de manière unilatérale de rompre le contrat sous prétexte que les coûts, donc les services de M. Emmanuel étaient trop élevés et que l'hôpital ne pouvait pas supporter ce genre de service. Et donc voilà, Oui, c'est à pardon, partir de à là ce que... niveau également, lorsqu'il arrive, Monsieur Obissi, dont vous parlez, Dominique Obissi, qui remplace donc Monsieur Okoyo, quand il arrive, lors de la passation de service, c'est ce que j'ai cru comprendre, on lui a passé évidemment tout ce qui était contrat avec les autres, pas seulement avec Tout à le fait. sujet rwandais, et il a reconnu ces éléments-là, tous ces dossiers. C'est-à-dire qu'il était conscient que l'hôpital devait de l'argent à ce sujet rwandais, c'est cela. Oui, il Et était conscient l'hôpital qu'il étant avait une même donné... continuité, l'administration étant une continuité, et qu'est-ce qui justifie que M. Obissi, à un moment donné, ne veuille plus payer? Est-ce que vous avez cherché à comprendre le mobile? Pourquoi il ne voulait plus Oui, payer? les raisons que M. Obissi a avancées, c'est que les coûts étaient très élevés, c'est-à-dire les coûts de service de M. Emmanuel ou de la société Saba étaient trop élevés. Et voilà comment elle va décider de manière unilatérale de rompre le contrat. Parce que pour lui, l'hôpital ne pouvait pas supporter cela. Alors qu'au départ, il avait d'abord reconnu qu'effectivement l'hôpital devait de l'argent à M. Emmanuel, que lui, M. Obissi, avait même commencé à rembourser parce qu'il avait donné, je crois, deux acomptes, un acompte de plus d'1 million, un deuxième acompte de 300 000. Ce n'est que bien après qu'il voilà, il va décider de manière unilatérale de rompre le contrat. Ben, là n'est pas le problème. Il a décidé de rompre le contrat. OK, maintenant il fallait payer la dette. Puisqu'à partir de maintenant, vous avez décidé de rompre le contrat, mais la dette, elle est là. Monsieur Emmanuel a eu à travailler pendant 19 mois. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que mes coûts sont trop élevés par rapport à ce que vous avez au niveau de l'hôpital. Il n'y a pas de problème. Mais payez au moins la dette que vous avez reconnue. Vous avez souligné tout à l'heure que l'administration est une continuité. Monsieur Obissi Dominique, de manière unilatérale, j'ai même sous mes yeux la correspondance qu'il avait adressée à monsieur Emmanuel. Nous sommes le 25 janvier 2018. Et dans son courrier, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, l'objet, c'est quoi? Résiliation du contrat. Il dit clairement que monsieur les responsables des établissements Saba Emmanuel, suite au coût très élevé de vos prestations mensuelles consignées dans le contrat en son article 18, dont le montant s'élève à 15 808 000 francs CFA et la lourde dette antérieure de 296 millions, voilà, que l'hôpital ne pourra pas faire face compte tenu des difficultés financières que l'hôpital connaît. Et donc, il reconnaît quand même qu'il y a cette dette-là. Mais curieusement, M. Obissi, depuis 2018 qu'il a adressé cette correspondance, nous sommes en 2023 aujourd'hui, il ne veut plus rien savoir de cette dette. Donc, il suspend même les paiements, c'est ça? Il ne veut plus payer, est-ce que je vais même dire suspendre? Pour lui, il ne reconnaît plus la dette. J'ai une correspondance là où il est même sceptique. Il dit à M. Emmanuel que cette dette rentre désormais dans la dette intérieure de l'État. Voyez-vous? Et donc, du coup, il se désengage en tant que directeur de l'hôpital de Ouanou. Alors que nous avons signalé tout à l'heure que cet hôpital bénéficie d'une certaine autonomie. Qu'à cela ne tienne, même s'il s'agit désormais d'une dette intérieure de l'État. Mais qu'est-ce que lui doit faire normalement pour accompagner M. Emmanuel qui a rendu des loyaux services à cet hôpital dont il est aujourd'hui le directeur général? C'est cela la question. Et le problème aujourd'hui qui dérange l'OCDH, c'est le fait qu'il y a eu une décision de justice qui a été rendue en faveur de M. Emmanuel, parce que M. Emmanuel
n'est pas un récalcitrant, il n'est pas un rebelle. Il a constaté le comportement de M. Obissi qui n'était plus normal et donc ce dernier a saisi les autorités compétentes. Il a été donc obligé d'emmener l'affaire au tribunal. Et cette affaire a été jugée au tribunal de Wando. Monsieur Obissi, donc l'hôpital de Wando, a été condamné de payer cet argent-là, de payer cette dette à Monsieur Emmanuel. Et la Et décision, jusque-là, pardon, Franck, la décision de justice existe, c'est ça? la décision de justice existe, la grosse existe, donc la décision lui a été notifiée. Donc, M. Obissi sait que l'hôpital de Wando a été condamné à payer les sommes dues à M. Emmanuel. Il le sait. Mais bon, ils se sont plus forts que la justice. Il ne veut rien savoir depuis un moment, malgré le fait que M. Emmanuel avait même commis un huissier de justice pour aller recouvrer ces fonds-là. Alors, j'ai semblé comprendre que finalement, c'est une affaire qui semble être personnalisée. J'entends beaucoup plus Monsieur Dominique Obissi au lieu d'entendre l'hôpital 31 juillet de Wando parce que nous sommes ici dans un cas d'un hôpital, un établissement public. Monsieur Obissi étant le directeur général, c'est vrai qu'il a la responsabilité, bien entendu, de répondre à certains besoins de l'établissement, mais j'ai l'impression que ici, l'affaire est comme un peu personnalisée. Est-ce qu'en dehors de la justice, sinon avant la justice, euh, le sujet rwandais a-t-il contacté les autres institutions, par exemple? Je parle ici, par exemple, du gouvernement. Il y a un ministère de tutelle, de la santé, par exemple, euh, avant d'arriver à la justice. Avant que M. Emmanuel n'arrive à l'OCDH, je dirais qu'il a même épuisé toutes les voies de recours. Monsieur Obissi, c'est vrai, vous avez dit que l'affaire semble être personnalisée, mais ce qui n'est pas en réalité le cas. L'hôpital est une personne morale, mais qui est animée par des personnes physiques. Aujourd'hui, Monsieur Obissi, étant directeur général de cet hôpital, c'est lui qui répond au nom de l'hôpital. Et quand il demande la résiliation de façon unilatérale de ce contrat, ce n'est pas l'hôpital qui dit que voilà, je ne peux pas supporter ces dettes-là. C'est plutôt lui qui pense que les coûts de service de M. Emmanuel étaient trop élevés. Et quand le tribunal est saisi, le tribunal ne convoque pas l'hôpital, mais le tribunal convoque son directeur général. Et M. Obissi a comparu. Malheureusement, il n'était venu qu'une seule fois. Il s'est Oui, mais présenté c'est là que l'affaire semble prendre des tournures que moi je ne comprends pas concrètement, parce que un hôpital comme celui du 31 juillet de Wando, c'est un établissement public et qui doit avoir probablement aussi une direction des affaires juridiques, c'est-à-dire qui doit avoir un avocat. Mais ici, on a l'impression que c'est Monsieur Obissi qui est devant. C'est là que je n'arrive pas à comprendre en fait. Je ne sais pas si j'interprète non, mal ce mais que vous êtes en train de justement, dire. on se demande quel intérêt qu'il a trouvé derrière cette affaire-là. Son prédécesseur qui était là a conclu un contrat. Lui, il vient d'arriver, l'administration étant une continuité. Il a pensé qu'il ne peut pas continuer avec M. Emmanuel. Ben, c'est dans ses droits. Il est libre de choisir quel opérateur économique avec qui travailler. Mais la loi ne disposant que pour l'avenir, ce dernier avait l'obligation de payer les dettes que l'hôpital avait déjà contractées, ce Oui. qu'il n'a pas fait. Parce que si le tribunal a condamné l'hôpital de payer ces sommes dues à M. Emmanuel, c'est parce que M. Emmanuel a bel et bien rendu des services à l'hôpital. Et il a produit les documents qu'il faut devant le juge, qui a pensé qu'effectivement ce dernier avait raison et que l'hôpital devrait lui verser son argent. Mais malheureusement, aujourd'hui, M. Obissi a fait de ça une affaire personnelle. Parce que s'il avait bien voulu que l'hôpital puisse payer de l'argent, il allait quand même mettre en place un plan de paiement de cet argent-là. Mais il s'est carrément dressé contre M. Emmanuel. Il s'est mis d'un côté où M. Emmanuel est devenu comme son adversaire, si bien que partout où M. Emmanuel est passé pour faire le plaidoyer de son affaire, les dossiers ont pris des voies, mais alors détournées, des voies obscures. M. Emmanuel, après que la justice ait dit le droit, a fait notifier à monsieur le directeur, donc monsieur Opissi,
la décision de justice par voie d'huissier. Donc, il y a eu un huissier qui était allé notifier cette décision-là au niveau du directeur général de l'hôpital pour recouvrer les fonds. Monsieur Obissi n'a rien fait. Monsieur Emmanuel, abandonné à son triste sort, il a pensé qu'il fallait écrire au ministère de la Santé. C'est ce qu'il a fait. Il a écrit au ministère de la Santé. La correspondance a pris une direction inconnue. Parce qu'après, il fallait Alors faire le suivi. finalement, alors là, je me rends compte que il y a anguille sous roche parce que on ne comprend plus une affaire qui devrait être entre, je crois, l'hôpital de Wando et Monsieur Emmanuel, c'est cela, le sujet rwandais, c'est ça son nom, Emmanuel. Oui. Alors là, la situation semble prendre d'autres tournures, comme je l'ai dit, et comme je l'ai aussi rappelé, il semble avoir anguille sous roche, hein, je peux me tromper, mais bon, le fait de personnaliser l'affaire de cette manière, il faut qu'on cherche à comprendre finalement qu'est-ce qui se passe. Et au niveau de la justice, lorsque la justice décide en faveur, bien entendu, de M. Emmanuel, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que M. Obissi obtempère ou là aussi, ben voilà, il se dit, écoutez, rien à faire avec Non, cette mais monsieur décision. Obissi s'en fout éperdument de la justice. Je vous ai dit tout à l'heure que même au niveau du tribunal, il ne s'est présenté qu'une seule fois. Et donc, le jugement qui a été rendu, ce n'était pas en sa présence. Donc, il ne voulait rien savoir. La décision de justice est rendue, nous sommes attendez, le 23 juillet 2019. La décision a été rendue. La justice a fait son travail, a rendu la décision. Monsieur Emmanuel a tout fait pour aller récupérer la grosse, qu'il a remis à un huissier de justice. Donc, juste là, monsieur Emmanuel reste dans le droit. Il n'a pas voulu faire du tapage. Il a pris la décision de la justice, il a remis ça entre les mains d'un huissier pour aller faire notifier à M. Obissi la décision de justice qui a été rendue, même s'il n'était pas présent, mais au moins l'hôpital a été condamné. Mais M. Obissi ne voulait rien savoir. M. Emmanuel Oui. a saisi, a Le problème, écrit c'est à que, l'hôpital, au permettez-moi, je ministère de la préfère. Santé. La correspondance a pris une direction inconnue. Monsieur Oui, Emmanuel évidemment, voilà pourquoi a j'étais en train écrit, de, voilà pourquoi j'étais en train de il dire a tout à l'heure, écrit. je préfère en rire parce que je semble comprendre beaucoup de choses derrière, parce que si quelqu'un personnalise une telle affaire alors que c'est un établissement public, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Et ici, l'affaire arrive jusqu'en justice. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la direction, parce que c'est la question que j'allais poser, mais est-ce que vous êtes la personne euh, la mieux d'ailleurs pour répondre à cette question, c'était de chercher à savoir s'il n'y a pas une direction, par exemple, des affaires juridiques au niveau de l'hôpital, à 31 juillet de Rwando, parce que là, on se rend compte que M. Obissi est au four et au moulin. Il est un peu partout et ça semble cacher quelque chose. Et donc, vous nous disiez que même la décision de justice n'a pas été respectée. C'est bien cela. Est-ce que le directeur, l'actuel, je ne sais pas s'il est encore là, M. Obissi, a fait recours, par exemple, en justice Non, non, pour... non, il n'a pas fait de recours. Il n'a pas non fait de du tout. recours. Rien, il n'a pas fait de recours. Il n'a pas contesté la décision de la justice. Et donc, il sait que l'hôpital a été condamné. Et il devrait donc procéder au paiement. C'est ce qu'il ne fait pas. Mais plutôt, il s'arrange quand même à mettre les bâtons dans les roues. Partout où M. Emmanuel euh, passe pour faire le plaidoyer afin que sa dette soit payée, M. Obissi s'arrange à faire disparaître les dossiers. C'est ça qui nous choque en fait. Alors, donc, vous disiez tout à l'heure que, en dehors de ce que M. Obissi ne veut plus payer cet argent, il ne respecte pas la décision ou les décisions de justice. Il ne fait pas appel non plus, mais se permet tout de même à entraver toutes les procédures que tente de mener Emmanuel ailleurs pour tenter de recouvrer son argent. C'est bien ce que j'ai compris. C'est bien cela. C'est Et, bien cela. et l'affaire est à quel niveau maintenant? Non, mais laissez-moi vous lire un extrait de la correspondance que M. Obissi avait adressée à M. Emmanuel. Nous sommes le 21 janvier 2018. Je vous lis juste un extrait. M. Obissi dit ceci. À titre de rappel,
Nous sommes une structure publique à gestion financière autonome. Par conséquent, nous ne sommes pas garants de vos charges. Il continue. Nous vous disons que nous sommes libres de choisir des opérateurs de notre choix et non des opérateurs qui ne viennent que pour leurs propres intérêts. Désormais, votre dette, qu'elle soit vraie ou pas, elle rentre dans la dette intérieure de l'État. Donc, vous voyez, il y a déjà cette attitude-là qui n'est pas collaborative. Donc, c'est comme si, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il reproche à M. Oui, mais Emmanuel. évidemment, il y a quand même, pardon, Franck. Il a remis le marché que M. Emmanuel avait au niveau de l'hôpital. Et donc, nous sentons, il y a cette volonté de nuire à la personne. Oui, le problème, c'est qu'il y a une sorte d'ambiguïté parce que votre dette, vraie ou pas, alors il transfère quand même. C'est vraiment ambigu. Il a commencé pourtant à payer cette dette-là et aujourd'hui, il se demande encore si cette dette est vraie ou pas. Parce que M. Emmanuel, après que M. Obissi n'ait pas voulu répondre favorablement à la demande qui lui a été faite, il a écrit au ministère de la Santé. Quelque temps après, quand il s'est mis à faire le suivi de son dossier, en tout cas, son dossier a pris une direction inconnue. Il ne s'est pas arrêté là. Il a écrit au ministre de la Justice. Et quand il s'est mis à faire le suivi de son dossier au niveau du ministère de la Justice, non seulement que le dossier avait pris une direction inconnue, mais sur place là-bas, il s'est rendu compte qu'il y avait trop de pesanteurs derrière cette affaire-là et que le directeur général de l'hôpital, paraît-il qu'il était en bonne intelligence avec le ministre de la Justice. Et donc, voilà, au niveau du ministère de la Justice, ce dernier ne devait pas trouver gain de cause. Il ne s'est pas arrêté là, M. Christian Perrin. Il a écrit au Premier ministre. Il a écrit au Premier ministre. L'actuel Premier ministre. Pardon? L'actuel Premier ministre ou. L'actuel Premier ministre, effectivement. Il a écrit au Premier ministre. Là aussi, le dossier a pris une direction inconnue. Alors on se demande, qu'est-ce qui se passe? Qui est finalement M. Obissi Dominique? Qui est-il? Évidemment, c'est la question que l'on se posera, mais une question légitime en plus, parce que là, je semble comprendre, et je peux me tromper, après, il faudra me dire si réellement je me suis trompé. On a bien l'impression qu'au Congo-Brazzaville, lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité, directeur général, ministre, ou je ne sais pas, même quand ils sont députés, nous savons que les députés sont nommés, les sénateurs, pareil, c'est pour qu'ils se servent, eux, et non servir la population. Parce que l'attitude de M. Obissi, si je peux me tromper, mais montre bien ici que M. Obissi a fait de l'hôpital 31 juillet de Wando son affaire à lui. Et pourquoi il se comporte ainsi s'il n'y a pas anguille sous roche? Bref, ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est pas une impression que vous avez là. C'est la réalité des choses que nous vivons sur le terrain. La correspondance que M. Emmanuel a adressée au Premier ministre date à peine du 9 août 2022, donc nous sommes l'année passée à peine. Mais cette correspondance aujourd'hui n'a pas de trace. On ne sait pas où est-ce qu'elle est passée. Et donc, voilà comment M. Emmanuel s'est retrouvé au niveau de l'OCDH. Parce qu'il a épuisé toutes les voies de recours. Et nous, l'OCDH, avons écrit au Premier ministre, mais notre courrier, donc depuis le 6 mars, on a écrit au Premier ministre. Et quand on y va pour faire le suivi, ben, on nous demande de repasser parce que le conseiller qui suit cette affaire-là n'est pas disponible. Et donc, jusque-là, la primature ne nous a pas encore répondu. En tout cas, je crois qu'on a tout dit sur cette affaire, à moins que vous nous disiez qu'il y a encore autre chose à comprendre. Mais sinon, alors, maintenant que l'affaire est entre les mains de l'OCDH, qu'entend faire l'OCDH dans ce cas, par exemple? Nous recommandons au Premier ministre d'interpeller ce directeur aujourd'hui qui se croit au-dessus des institutions de l'État. Il y a quand même une décision de justice qui a été rendue et ce dernier doit se conformer. Il doit respecter les institutions de l'État. Il n'est pas au-dessus de l'État. Il n'est pas non plus au-dessus de la loi. Et donc, l'OCDH va suivre cette affaire-là jusqu'au bout. Nous voulons que M. Emmanuel, qui a travaillé pour le compte de l'hôpital, qui a rendu des loyaux services,
Je vous avais même balancé des images. Vous avez vu comment est-ce que cet hôpital était propre pendant que M. Emmanuel était encore en train de faire ses prestations là-bas. Et aujourd'hui, ce dernier, malheureusement, est en train de vivre en clandestinité, tout simplement parce que ces travailleurs, donc ces anciens travailleurs, sont en train de le menacer. Monsieur Emmanuel a été arrêté arbitrairement dernièrement, tout simplement parce qu'il y a eu un de ces anciens travailleurs qu'il a rencontré dans la rue, qui a alerté la police, le faisant passer pour un escroc. Et voilà comment ce dernier a fait plus d'une semaine en prison. Et en ce moment où je vous parle, Monsieur Christian, Monsieur Emmanuel vit en clandestinité, ce qui n'est pas normal. Le pauvre, il a réalisé des travaux, mais aujourd'hui, il n'est pas payé. Et donc, ces travailleurs pensent que c'est lui qui a bouffé de l'argent, entre guillemets, et qui ne veut pas payer. Alors que ce dernier a des soucis au niveau de l'administration publique, une administration pourrie, ce n'est pas moi qui le dis. Quand le président dit que le verre est dans le fruit, et ça ne s'arrête pas seulement au niveau de la justice, mais c'est dans toutes les administrations, et les preuves sont là. Un directeur aujourd'hui qui brave aujourd'hui une décision de justice, et ça, nous ne tolérons pas ça. L'OCDH va suivre cette affaire-là de près, et le Premier ministre, j'en profite, vous le dire, depuis le 6 mars, nous avons adressé une correspondance au Premier ministre qui jusque-là n'a pas encore répondu. Nous allons demander une audience spéciale pour rencontrer le Premier ministre. Si jamais nous ne nous rencontrons pas, ça veut dire que lui aussi est complice et nous allons suivre cette affaire-là de près. S'il faut qu'on porte plainte contre ce directeur qui aujourd'hui se croit intouchable, mais alors l'OCDH va le toucher. Et nous ne tolérons plus ce genre de comportement dans ce pays parce que trop c'est trop. Voilà, qu'ils arrêtent de pourrir l'administration. Aujourd'hui, les étrangers, tout comme les nationaux, nous avons les mêmes droits. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire souffrir une grande personne comme ça parce que, voilà, il y a des affinités, il y a des questions d'appréhension. Et ça, nous ne tolérons pas ça. Il y a une autre affaire qui était pendante, c'est celle, bien entendu, de la famille Barros. En quelques mots, à quel niveau se trouve-t-on? La famille, l'affaire Monsieur Alexandre Honoré Paca contre la famille Barros, l'affaire se trouve au tribunal parce que la famille Barros avait fait appel. La première décision qui a été rendue au niveau du tribunal d'instance de Tchétché n'a pas été, enfin, j'allais dire une décision, cette décision n'a pas été rendue selon les règles du droit. C'est une décision biaisée, alimentée par des documents faux. Oui, on a vu Voilà, évidemment sur votre page, hein, vous avez rendu public certains éléments, effectivement, certains nous avons documents rendu qui public étaient ces du faux documents. usage de Et faux. là, voilà. Et donc, l'avocat de Monsieur Alexandre Honoré Paca a fait usage des documents faux pour influencer la décision de la justice afin que la parcelle aujourd'hui qui est querellée soit confiée ou soit remise à Monsieur Alexandre Honoré Paca. Et donc, la famille Barros ne s'est pas laissé faire. La famille a fait appel. Donc, cette affaire aujourd'hui au niveau de la cour au niveau de la cour d'appel de Pointe-Noire, il y a, voilà, les juges ont pensé faire une descente sur place et donc là, c'est ce que nous attendons. J'y étais sur place, j'ai vu. Et alors, je vous assure que la justice au Congo, il n'y a pas que la justice, même les avocats aussi sont rentrés dans la danse parce que je ne peux pas concevoir qu'un avocat puisse procéder par des montages de documents, je ne sais pas, peut-être pour vouloir plaire au préfet ou je ne sais pas pour vouloir gagner, je ne sais pas, mais sincèrement, j'ai été déçu quand j'ai vu ça, venant d'un avocat qui est censé être une personne d'une moralité irréprochable. Mais malheureusement, il a brillé par... voilà, mais je pense qu'à cette allure-là, le barreau ou l'ordre des avocats devrait quand même l'interpeller parce que ce ne sont pas des pratiques encouragées. C'est une famille démunie qui aujourd'hui vit dans la parcelle, donc le seul bien que leur papa a laissé. Mais ce qui est écœurant, c'est que depuis un moment, il y a un huissier qui les a fait sortir. Donc aujourd'hui, les enfants Barros vivent dans la rue parce qu'il y a cette décision qui a été rendue. Et pendant que l'affaire est pendante au tribunal, mais il fallait quand même exécuter la première décision, d'autant plus que la famille, au départ, n'avait pas d'avocat qui devrait contester cette décision-là. Et donc, du coup, nous suivons cette situation-là de près. Les juges de la Cour d'appel sont vraiment dans notre collimateur parce que nous veillons à ce que la décision qui va être rendue au niveau de la Cour d'appel soit vraiment conforme à la loi. Et donc, c'est des choses qui font mal au cœur, mais bon, c'est le quotidien de Congolais, malheureusement.
Alors là, j'ai semblé comprendre que l'avocat qui défend, bien entendu, le préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, a fait usage de faux, c'est-à-dire les faux documents qui ont été fournis au niveau de la justice pour influencer, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé, la décision de justice. Mais est-ce que vous avez rappelé cela, j'allais dire, à la cour d'appel, qu'il y a eu des faux documents qu'on a La utilisés? famille, la famille a fini par avoir un avocat et nous, en tant que organisation de la société civile de défense et de promotion des droits humains, n'avons pas malheureusement la capacité de se présenter devant la barre. Et donc, le juge, plutôt l'avocat de la famille Barros, a pris le relais. C'est donc l'avocat qui a fait cette démonstration-là. Voilà. Et nous, à notre niveau, nous faisons le relais au niveau des canaux de communication que nous avons pour alerter aussi l'opinion nationale et internationale de la façon dont les choses sont traitées au niveau de notre pays. Et donc ça, c'est notre travail à nous, de dénoncer des choses qui ne sont pas correctes, et ça, nous savons le faire. Au niveau du tribunal, nous laissons l'avocat faire son travail, et nous attendons donc la justice. Vraiment, nous sommes aux aguets, et on attend la décision qui sera rendue pour que nous sachions ce que nous allons faire par la suite. Mais sinon, l'affaire, comme je vous disais tout à l'heure, elle est claire. Moi, j'y étais sur place, j'ai vu la parcelle, les documents sont faux parce que non seulement que ces documents-là ne rapportent pas le vrai montant De l'achat voilà, de de la la parcelle. parcelle, mais aussi l'adresse de la parcelle, elle est fausse. Je me suis entretenu avec le chef de bloc qui vit dans ce quartier-là, dans ce secteur, j'allais dire depuis 1978. Et ce dernier m'a témoigné que cette parcelle appartient bel et bien à M. Louemba André Barros, père son âme. Voyez-vous? Et le vendeur a même témoigné, donc M. Kimbola, qui a vendu la parcelle à M. Barros, a témoigné. Et c'est sur écrit. Il a été écouté sous procès verbal, authentifié par un huissier de justice. Et donc, les documents sont là. Le vendeur n'est pas encore mort, bien qu'il est mal au point, il est malade, mais il a au moins témoigné. Alors, d'où vient le fait que, alors, par quel miracle, moi je me pose la question, par quel miracle le tribunal d'instance de Tchétché a rendu cette décision-là en faveur du plaignant? Par quel miracle? Avec toutes les preuves que nous avons par devers nous, qui justifient qu'effectivement la parcelle appartient à la famille Barros. Par quel miracle? Que pensez-vous de la justice congolaise? Et on terminera par là. La justice congolaise, il y a beaucoup de réformes à faire. Il y a pas mal de juges qui sont bons, j'en connais, mais il y a aussi une bonne partie des juges vraiment qui brillent par un comportement, Blâmable en alors. tout cas, OK. je ne préfère pas dire. Merci. C'est donc la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis, mais je vais vous rappeler, notre petite prière, c'est de liker, de cliquer sur le petit pouce levé en bas de cette vidéo, de partager au maximum cette émission pour nous garantir, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, un audimat conséquent. Laissez-nous également des petits commentaires, des petits gestes, je vous rappellerai, qui évidemment permettent de booster les algorithmes de YouTube et de Facebook qui nous permettent de vous informer. Mais aussi cela nous encourage à continuer à vous informer. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.